16h juste à Badolité dans la province du Nord-Ubangui, 16h juste à Kinshasa, nous sommes en direct de Kinactu Télévision. Bienvenue dans ce magazine Actu 60. Nous recevons pour vous une habituée de cette émission, celle que j'appelle souvent une femme capable, Madame Anne-Marie Makombo. Avec elle, nous allons faire un peu le décryptage de l'actualité politique. Elle est présidente ad intérim de la LIDEC. Nous allons discuter un peu sur l'évolution de son parti, quelles sont les activités sur terrain actuellement. Nous allons parler sur le dialogue que propose Martin Fayoulou, l'incident qui a eu lieu à Makala, et puis sur d'autres questions d'actualité. Mesdames et messieurs, l'émission est à bâton rompu. Bienvenue encore. Madame Anne-Marie, bonsoir. Bonsoir, Ministre. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va. Soyez la bienvenue. Merci, merci. Vous êtes présidente d'un grand parti politique. On ne vous sent plus. Qu'est-ce qu'il y a? Ah si, nous sommes toujours là, bien présents, bien ancrés. Et là, dernièrement, nous avons eu la chance de recevoir l'autorité morale, qui est la deuxième personnalité de la SADC. Elle est arrivée pour des réunions ministérielles sur les statistiques, et elle avait un petit battement de 2 jours, et elle en a profité pour venir au parti pour vraiment nous remobiliser, nous donner vraiment du courage, que le travail doit continuer, et nous a donné un peu ce point de vue, ses avis sur certaines choses, et on en a profité aussi. On a eu, avant elle d'ailleurs, on a eu des séances de réunions, de travail pour faire l'évaluation de notre parti et aussi les stratégies à mener pour conduire le parti. En fait, on ne vous sent pas, quand je vous dis on ne vous sent pas, peut-être les activités des femmes, les activités politiques, des déclarations, de points de presse. Non, c'est votre stratégie de vous camoufler un peu? Non, c'est pas une question de stratégie, mais je condamne souvent certains partis politiques qui sont là pour parler, et quand vous allez à l'intérieur de ces partis vous gratter, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. C'est du matu-vu pour que l'extérieur, le monde, le pays puisse voir que ils sont là, ils existent, mais alors que vous rentrez là-dedans, il n'y a rien. Nous, on a eu le cas, j'aime bien le dire, d'un de nos membres qui nous a quittés. Je préfère taire le parti, mais un grand parti est allé dans ce parti, mais est revenu vers nous en faisant le mea culpa et en disant mais il n'y a rien, absolument rien. Et d'ailleurs, pour voir même le chef du parti, il dit je ne l'ai jamais vu, alors qu'ils m'ont fait la cour pour que je puisse adhérer dans leur parti. Et il n'y a rien, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de formation. Et il dit mais non, elle est venue faire son mea culpa. Donc non, nous travaillons énormément et nous sommes là maintenant en train d'élaborer les formations que nous allons donner à nos membres. Nous voyons le cas de beaucoup de partis qui sont là, partis politiques, mais une fois qu'ils gagnent des sièges aux élections, ils sont là. Les gens en général qu'ils proposent au gouvernement, c'est pas ça. Il y a du désordre, tout ça, parce que au départ, il n'y a pas d'organisation. Un parti politique, c'est avant tout savoir bien s'organiser pour pouvoir gérer après dans le pays. En parlant des formations, quel genre de formations vous organisez? Par exemple, nous apprenons l'informatique. L'informatique, c'est très important pour nous, pour savoir faire des rapports. Savoir faire des rapports, que ce soit, et parce que il y a des membres qui se permettent à l'heure actuelle de faire des rapports et vous emmenez ça en manuscrit. On dit c'est inadmissible. Ils doivent maîtriser l'outil informatique et savoir donc dans leur poste leur apprendre exactement le b.a.-ba, comment ils doivent s'organiser. Et nous faisons beaucoup de discussions, des débats, pour qu'ils sachent aussi comment se passent les débats politiques. Et c'est tout ça. Et la présentation, on a vu surtout à la base certaines femmes qui occupent des fonctions, ne fût-ce que se présenter, elles savent pas se présenter, elles savent pas se vendre. Et tout ça, on leur apprend ce langage-là. Donc voilà, c'est ça.
il y a des... J'aimerais un peu savoir, est-ce que vous apprenez aussi à vos membres sur l'idéologie de votre parti politique? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un sérieux problème au sein dans le chef de parti politique. Vous comprenez? Les partis politiques, des fois, se transforment en siège des insultes. Au lieu de critiquer, ben, ce sont des insultes. Donc, c'est la barbarie qui bat son plein, vous voyez? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut leur apprendre comment... ils sont là, ils sont devenus des politiques. Comment un politique se conduit, les règles, les b.a.-ba. Ils doivent connaître comment ça. Revendiquer, mais aujourd'hui la revendication se transforme en acte de barbarie. Tout à fait, parce qu'ils n'ont jamais eu de formation. Ils n'ont jamais eu de formation. La formation, c'était toujours descendre dans la rue, aller manifester et injurier. Ce n'est que ça, ce n'est que ça. Et effectivement, comme vous le dites, on le constate dans beaucoup de partis politiques. Et dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi, je me souviendrai toujours, tout au début de ma carrière, si on peut appeler ça carrière, la politique en général, c'est pas tellement une carrière, mais tout au début, quand j'étais en politique, sous Mobutu, le Zaïre, et le Congo le Zaïre donc devait disputer un match. Et j'étais dans l'opposition, bien sûr, et toute l'opposition était là, priant que le Zaïre ne puisse pas gagner. Hein, ne puisse pas gagner, parce que s'il gagne, ça sera à l'actif du président Mobutu. Et mon mentor, qui était Monsieur Kamita Tumasamba, qui me dit que non, on ne raisonne pas comme ça. C'est pas ça faire la politique. Là, c'est une affaire de vote de ton pays qui est engagé avec un autre pays. Tu dois soutenir ton pays. Tu dois soutenir ton pays. Non, le sens du patriotisme. Oui, voilà. Et vous voyez vraiment l'opposition, non, voulait vraiment que le Zaïre à l'époque puisse perdre. Pour que on puisse dire que Mobutu, ceci, critiquer Mobutu. Vous voyez, ces simples petites notions, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre à nos membres. La politique ne veut pas dire tout critiquer de l'autre. Il faut avant tout voir son pays. Quel est le bien fait pour notre pays? Est-ce que ce que l'adversaire fait peut apporter quelque chose à notre pays? Si oui, il faut applaudir. Il faut applaudir. Donc, c'est ça que nous sommes en train d'apprendre à nos membres. Et voilà. Madame Anne-Marie, à quand le congrès de votre parti politique? Oui, effectivement, on en parle maintenant beaucoup. On en parle beaucoup. Et on n'a pas encore fixé de date. Hein, on n'a pas encore fixé de date. Mais je pense que là, dans les travaux que nous avons pu faire, on a dit, en tout cas, sans faute, l'année prochaine, nous faisons le congrès du parti. Ouais. Vous aviez assisté à une grande rencontre des femmes leaders. Vous avez même organisé, tourné un film. C'était quoi la quintessence? C'était quoi d'abord l'objectif principal? Oui, c'était la lutte des femmes sur la parité. C'était ça, exactement. C'est comment je pourrais l'appeler? Une amie, une petite sœur qui a eu l'idée de faire ce film-là. Et parce que tout simplement, elle est en train de faire son master aux États-Unis. Elle s'est rendue compte là-bas, en politique, hein, elle s'est rendue compte que les autres femmes des autres pays africains emmenaient des tas d'exemples et les profs parlaient des tas d'exemples, ce qui se passait dans les autres pays. Et le Congo, on n'en parlait pas. Dit, mais non, c'est pas possible. Dans mon pays, les femmes ont beaucoup combattu pour arriver à ce elles sont arrivées. Et on dit, mais on n'a pas de données. C'est ce qu'on lui a dit. On n'a pas de données, on n'a pas d'écrit, on n'a absolument rien. C'est ça aussi le tort de nous, les femmes africaines. Nous n'écrivons pas notre histoire. Et c'est comme ça qu'elle a eu cette idée géniale. Nous l'avons beaucoup remerciée de pouvoir venir nous questionner, fouiller dans nos archives pour constituer donc ce film et un livre. Elle va sortir un livre en français et en anglais sur le combat des femmes congolaises. Parce que nous avons beaucoup combattu et beaucoup de nos combats, d'autres femmes des autres pays s'approprient de ça, alors que c'était le combat des femmes congolaises. Je donne un exemple. Nous avons ONU Femmes. ONU Femmes a été créé grâce à l'initiative des femmes congolaises. Comment?
Parce que tout simplement, les femmes congolaises avaient remarqué que dans le système des Nations Unies, il faudrait qu'il y ait une organisation uniquement pour les femmes, pour s'appesantir que sur les cas des femmes. Et nous avons fait une proposition à Kofi Annan à l'époque, et la chance que nous avons eue pour que ça passe directement à Kofi Annan puisse s'appesantir là-dessus, c'était que Angèle Makombo, qui est notre autorité morale, était à l'époque aux Nations Unies. Et elle était au bureau de Kofi Annan. Et on lui a remis ce travail-là. C'est notre demande. Et elle a pesé beaucoup pour que ça puisse passer. Et c'est comme ça que c'est passé. Et que nous avons aujourd'hui ONU Femmes dans le système des Nations Unies grâce à l'initiative et au combat des femmes congolaises. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous avons beaucoup combattu pour pouvoir obtenir tout ce que nous avons eu. Et qu'est-ce que l'ONU Femmes a pu apporter au sein de la femme congolaise, son apport dans la politique congolaise? Bon, disons, ONU Femmes est en train d'encadrer les femmes dans la politique pour plus les outiller, pour qu'elles soient beaucoup plus autonomes et pour qu'elles aient beaucoup plus d'astuces pour essayer d'accéder justement à cette parité que nous avons, que nous désirons de tous nos voeux. Donc, c'est ça un peu le rôle de ONU Femmes. Ouais. Et voilà, nous allons plus parler sur l'incident qui avait eu lieu à Makala dernièrement. Vous êtes au courant de ça. Quel jugement rendez-vous par rapport à ces actions ignobles? Bon, les Congolais sont morts, plus de 129 jeunes sont partis comme ça, comme des chiens. Oui, on peut que condamner cela, mais de là à pointer du doigt d'où est venu ces massacres-là, les enquêtes sont en cours. Nous ne savons pas encore. Donc, je ne saurais pas ici dire que c'est tel camp ou bien telle personne ou bien tel un groupe d'individus qui a organisé ces massacres-là. Donc, et je suis très étonnée de voir comment on est en train de spéculer dans les réseaux sociaux. Moi, je ne me prêterai pas à ce jeu-là. Je préfère attendre les enquêtes pour voir. Mais toujours est-il que je condamne énergiquement ce qui s'est passé. Parce que j'entends même que sous ces désordres-là, ces crimes-là, il y a eu des viols sur les femmes en prison. Oui. Donc c'est horrible, c'est horrible. Donc on ne peut que condamner cela et j'espère que la justice fera son travail pour que nous donner vraiment les raisons. Nous avons le droit de connaître qu'est-ce qui s'est passé au juste. Qui a commandité cela? Vous avez dit que les enquêtes sont en cours. Quelles sont les enquêtes menées dans ce pays qui ont abouti? Bon, effectivement, nous tous nous déplorons cela, que les enquêtes souvent n'aboutissent pas dans le pays. C'est pas pour rien qu'on dit que la justice est malade. Elle est vraiment malade. Nous tous, nous avons, même moi personnellement, j'ai déjà été victime de la justice. On vous rend pas justice sur ce que vous demandez, parce que tout simplement, cette justice est vraiment malade. Donc, il est grand temps de faire vraiment quelque chose, de faire du nettoyage dans la justice congolaise, parce que un pays sans une justice fiable, je ne vois pas où est-ce que nous allons. C'est vraiment la jungle. C'est vraiment la jungle. C'est la jungle. Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre comme si le pays n'est pas gouverné? Gouverner, comme on dit, gouverner, c'est gérer, c'est prévoir, s'organiser. Comment se fait-il en pleine capitale, dans une prison, la prison centrale qu'on appelle le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ici, dans la capitale, on peut entrer comme ça, entre guillemets, tentative d'évasion, et puis par après, ça tourne au vinaigre, les gens meurent. Je dirais que le mot... Attendez, dans un pays normal, le ministre de la Justice et de l'Intérieur ne devait-il pas démissionner?
Non, je pense pas. Il faut d'abord savoir d'où est venu ces méfaits-là, ce désordre-là. Et de dire qu'aujourd'hui, nous sommes comme si nous étions dans un pays pas gouverné, c'est triste à dire, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce genre... mais ça devient une habitude. Oui, voilà, ce n'est pas la première fois. Nous ne sommes pas un État. Ah, non, je ne dirais pas que nous ne sommes pas un État. Nous devons maintenant prendre conscience que nous devons être soudés, que ça ne sert à rien d'organiser de telles actions qui, in fine, c'est la population qui en pâtit. Donc, moi, je dirais que la population doit prendre conscience de cela et nous allons petit à petit commencer, quand nous saurons ce qui s'est passé au juste, sanctionner les auteurs de ces méfaits. Donc, dire que le pays n'est pas gouverné, non. Là, je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là. Et alors, qu'allons-nous faire pour arrêter ces genres d'actes? Aujourd'hui, nous sommes déjà en train de... Par exemple, quand vous voyez la justice, il faut quand même saluer. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est du jamais vu. Comme ce quoi? que le ministre de la Justice est en train de faire. Du populisme. Non, c'est pas du populisme. Du Ça, c'est typiquement congolais. On se plaint qu'on n'agit pas. Quand on agit maintenant, ça devient du populisme parce que tout simplement, le ministre n'est pas de votre camp. S'il était de votre camp, vous alliez applaudir. Il n'est pas de votre camp, c'est du populisme. Nous devons arrêter aussi cette façon de voir les choses. Mais savoir reconnaître quand l'adversaire... Savoir de ce qu'il fait. Ils disent que non, c'est du m'as-tu vu ce qu'il fait. Non, moi je dirais pas ça. Savoir reconnaître quand votre adversaire fait quelque chose de bien, reconnaissez-le. Savoir, là nous allons avancer. Le problème du Congolais, il ne peut jamais reconnaître, applaudir son adversaire. Jamais, au grand jamais. Quand nous apprendrons à applaudir notre adversaire, quand il fait quelque chose de bien, là nous allons avancer. Là aujourd'hui, ce que fait Monsieur l'Excellence Moutamba, moi j'applaudis ça de deux mains. C'est du jamais vu dans notre pays. Nous devons l'encourager. Nous devons lui donner aussi nos suggestions pour que la justice puisse aller de l'avant. Moutamba est dans le gouvernement Judith Souminois. Oui. De tous les ministres qui travaillent mieux. Or, attendez d'abord, j'aimerais un peu aller en amont. Est-ce que Madame la Première ministre fait bien son travail? Bon, faire bien son travail, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, je dois avouer, je ne la sens pas. Le pays a beaucoup de choses, de défis à relever. Nous avons beaucoup de défis à relever. Donc, nous devions la sentir comme aujourd'hui. Personne ne peut dire qu'il ne sent pas le ministre de la Justice. Il agit. Nous sommes là, nous tous nous voyons. Je parie même le Congolais le plus reculé connaît maintenant le ministre de la Justice, est en train de suivre ce qu'il fait. C'est ce que nous attendons de la Première ministre, de tous les ministres d'ailleurs. Parce que le pays va mal. Hein, le pays a beaucoup de choses à relever. Donc, il faut vraiment prendre son bâton de pèlerin et travailler. Travailler. C'est ce qu'on leur demande. Il n'y a plus de temps de distraction. Il n'y a plus de temps de distraction. Il y a du travail. Il y a énormément du travail au Congo. Et c'est ce que nous attendons d'eux. Et je suis désolée, jusqu'à présent, il y a beaucoup de ministres. On ne sent pas. 3 mois est déjà passé. C'est un peu trop, 3 mois. Pour un pays qui est en crise et en guerre comme la RDC en ce moment. C'est trop. Donc... Vous étiez au courant de ce qui s'est fait, je ne sais pas ce qui s'était passé dernièrement, comment je peux appeler ça, avec Madame la ministre de la Jeunesse. Elle devait organiser une grande rencontre avec les jeunes. Malheureusement, ça a été reporté le même jour. Ça, c'est, je dirais, vive le Congo. Ça, c'est le Congo. Et on voit ça même quand ils doivent partir, les ministres doivent partir, même ministres, même certaines autres autorités doivent partir dans des conférences à l'extérieur du pays. Ils arrivent parfois le jour de la fermeture, ou bien parfois ils arrivent, ils n'ont pas préparé le dossier. Donc, tout ça doit cesser.
Ça doit vraiment cesser. De tels comportements, vraiment, nous n'acceptons pas et nous critiquerons. On va critiquer, on va pointer du doigt. Ça doit s'arrêter, ce genre de comportement. Le pays, nous voulons des gens qui travaillent et des gens qui travaillent efficacement. Il n'y a pas à nous donner des raisons de l'amateurisme. On n'en veut pas. Il faut travailler. On peut déjà passer au remaniement. Vous souhaitez ça? Moi, je dirais que oui. Il y a certains ministres que je pense qu'il faut balayer parce que l'heure n'est plus à l'amusement, au tergiverser. L'heure n'est plus à ça. Donc, il faut, je pense qu'au bout de 3 mois, on a su voir quand même ceux qui sont pas très efficaces. Ben, il faut les mettre à côté. Prenez d'autres. Il y en a des personnes efficaces dans ce pays, des personnes compétentes. Il y en a. Donc, prenez-les pour que nous puissions travailler. Mais ce qui m'étonne des fois, lorsque les gens sont dehors, on nous vante des gens. Avec Caméré, on nous avait vanté par rapport à l'économie. Caméré, c'est un professeur, il est docteur en économie, comme il est là. Il y aura la baisse du dollar, du dollar, il y aura ça, il y aura ça. Malheureusement, Caméré est parti. Le panier de la ménagère est resté toujours, souffre toujours. Aujourd'hui, c'est le professeur Moukoko Samba, un professeur d'université qui est là. Mais les choses ne changent pas. Oui, effectivement, il devrait plus... Qu'est-ce qui retient? Effectivement, ce sont des questions que nous nous posons, nous tous, le peuple, et il devrait vraiment nous expliquer qu'est-ce qui se passe au juste. Qu'est-ce qui se passe au juste? Parce qu'effectivement, quand on met un nouveau ministre, on est là dans l'espoir, en se disant, les choses vont changer dans son secteur, dans son domaine. Et quand ce n'est pas le cas, on est vraiment déçu. On est vraiment déçu et c'est pas normal. Le panier de la ménagère, c'est un panier vraiment léger en ce moment. Quand une femme va faire ses courses, à peine si elle ramène quelque chose à la maison pour les enfants, pour sa famille. Donc, effectivement, ils doivent nous donner des raisons. Ils doivent nous le faire, nous expliquer ce qui se passe. Donc, le compte rendu à la population. La population a le droit de savoir parce qu'ils sont là quand même depuis 3 mois. Et effectivement, on ne sent pas. Le dollar fait qu'augmenter. Là, maintenant, il y a la rentrée scolaire. Nous, avec nos travailleurs que nous avons à la maison, nous trinquons, hein, parce que tout est maintenant à la charge de nous. Et quand vous voyez, nous aussi, là où nous travaillons, on ne vous paye pas. Est-ce que vous pouvez imaginer que les agents au Parlement, les cadres ne sont pas payés jusqu'à présent. Hein? Ne sont pas payés jusqu'à présent. Alors que vous ne me direz pas que les députés ne sont pas payés. Hein? Là, ils sont payés. Là, ils sont payés. Et j'aimerais bien savoir si le président de l'Assemblée est payé ou pas. Je parie qu'il est payé. Et le bureau est payé. Mais les cadres ne sont pas payés. Hein? Et là, même, il y avait la rentrée scolaire. Ben, je ne vois pas. Comment ils ont pu bouger pour un peu faciliter la tâche à leurs cadres. Et vous leur demandez du bon travail. Vous êtes exigeants, ce qui est normal, mais payez. Payez, bon sang. Hein? Donc, je ne comprends pas cet égoïsme. Je me dis, un chef, comment, on reconnaît un chef aussi par sa façon de traiter ses subalternes. C'est là on voit, là, on a affaire à un chef. Parce qu'il sait, il pense aussi aux autres, au petit peuple. Mais quand vous êtes là, vous mettre à l'aise d'abord vous-même et que vos subalternes, vos collaborateurs, le peuple ne s'y retrouvent pas, je suis désolé, vous n'êtes pas un chef. Vous n'êtes pas un chef. Que faire alors? Que faire? Moi, je pense que la population congolaise aussi est trop amorphe, se laisse manipuler, se laisse malmener. La population devrait réagir, devrait être plus exigeante. La population pour réclamer ses droits. Sans violence, mais être ferme, réclamer ses droits. Regardez ce qui s'est passé au Kenya. Le peuple s'est soulevé. Donc le peuple congolais doit aussi être là, c'est mon Nzambe yemokwa yebi, ah Nzambe, nasambe Nzambe nanga, Nzamba kosala. Mais non, c'est pas ça. On va toujours vous marcher sur les pieds, on va vous taper sur les doigts. Hein? Et vous êtes là, et après ce même peuple applaudissent encore ses leaders.
Mais soyez conséquents vis-à-vis de vous-même. Si vous applaudissez, c'est que vous êtes content du travail qu'ils sont en train de faire pour vous. Il y a ça aussi. Est-ce qu'il y a... Des fois, je me pose la question, c'est la naïveté ou... Qu'est-ce qui se passe des fois dans la tête des Congolais par rapport à cette question que vous venez d'évoquer? Vous souffrez, mais en même temps, vous applaudissez. Oui, vous applaudissez le chef. Parce que ce jour-là, il vous a donné quelques miettes, vous oubliez tout. C'est la fin qui... Et ces miettes-là vous serviront à peine une journée. Si vous avez de la chance, peut-être 3 jours, c'est tout. Et vous l'applaudissez. Le jour, moi dans mes meetings, ce que je dis au peuple congolais, le jour vous saurez, je me tiens debout devant vous, vous me direz que Madame Anne-Marie, vous avez occupé telle fonction, nous n'avons pas vu clair. Dites-nous exactement ce que vous avez fait. Et avant que je parle, vous avez fait aussi des investigations sur mon travail. Ce jour-là, les leaders vont commencer à avoir peur de vous. Les leaders politiques vont commencer à avoir peur de vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Dès que je me pointe devant vous, quand bien même j'ai fait du n'importe quoi, j'ai volé, mais je viens ce jour-là avec quelques miettes, je vous donne, je vous balance, vous m'applaudissez, maman Nzalesili, Apé Sakata, Lakate, des trucs de ce genre, vous m'applaudissez et je pars tout heureux et rebelote, je recommence dans mes sales habitudes. Donc c'est ça qui se passe. Le peuple doit prendre conscience qu'on a assez joué avec eux et que maintenant ça doit s'arrêter. C'est la pauvreté qui bat son plein, qui est peut-être à la base de tout ça. Lorsque vous êtes en train de crever de faim, vous n'avez rien, même si c'est une personne qui vous a malmené, mais lorsqu'il vous tend la main, vous allez vous précipiter d'aller vers lui, hein. Hélas, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. J'ai entendu aussi une histoire de Hitler qui déplume une poule, qui fait souffrir une poule en déplumant. Quand il jette encore un peu de graines là, la poule se précipite tout en souffrant, mangeant les graines, tout ça. Mais c'est ce que le peuple est en train de faire. C'est ce que le peuple est en train de faire. Il est grand temps que ce peuple se ressaisisse. Hein? Le travail est à faire et au niveau des dirigeants et au niveau du peuple lui-même. Ah. Madame Anne-Marie, l'agression rwandaise continue toujours, les gens meurent au jour le jour. Il y avait eu l'insécurité qui bat son plein. À Makala, d'ailleurs nous venons d'en parler, il y a eu l'incident, les embouteillages par-ci, par-là. Le panier de la ménagère souffre. On a un nouveau gouvernement dont on ne sent rien. À quoi ressemble la RDC? Je commencerai par les embouteillages. Effectivement, même en venant ici pour l'émission, je suis à Rigini. J'ai quitté à 14h moins le quart pour une émission qu'on m'appelait à être déjà dans les studios à 15h30. Est-ce que vous voyez un peu? Ah. Et vous voyez sur la route comment... les gens ne respectent pas le code de la route. Non, c'est du désordre. C'est vraiment du désordre. Et je me dis, quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Ça ne va pas s'arrêter au dialogue que propose Martin Fayulu. Il faut que les responsables, qui sont responsables d'organiser, de faire respecter le code de la route, prennent le travail au sérieux. On ne va pas vivre dans le désordre comme ça. Hein? Et quand vous parlez maintenant que ça va s'arrêter avec Martin Fayulu, combien de dialogues on n'a pas fait dans ce pays? Moi, je n'y crois pas plus au dialogue. Ce dialogue-là, c'est tout simplement un partage de gâteaux. Il parle de la cohésion nationale. Selon lui, il n'y aura pas de partage de gâteaux. C'est un partage de gâteaux. Parce qu'aujourd'hui, Fayulu, s'il veut vraiment trouver une solution, s'il a des remèdes, il n'a qu'à les frapper à la porte du président de la République.
je suis sûr que le président ne lui fermera pas la porte. Mais entre frères, le dialogue n'est pas mauvais pendant que les choses ne marchent pas. C'est pas une question de frères. Nous sommes tous des Congolais. Mais en allant voir le président, il lui dira aussi des vérités. Nous sommes tous des Congolais, donc c'est... Le président qui n'est pas accessible, qui d'ailleurs dernièrement a traité Moïse Katumbi des borderline. Non, le président est accessible. Je suis désolée. Quand un Fayoul va essayer, chercher à voir le président, je ne pense pas qu'on va lui fermer la porte. Là, je suis prête à parier, on ne lui fermera pas la porte. Pas du tout. Et qu'il aille faire ses propositions. Le dialogue, nous, on en a assez. C'est une perte de temps. Les Africains, n'oubliez pas. C'est une... Non. L'arbre à palabre. Oui, l'arbre à palabre, d'accord, mais là, c'est pas le moment de l'arbre à palabre. Qui va prendre d'abord des mois pour organiser. Une fois l'arbre qu'on est là sous l'arbre à palabre, ça va prendre encore des mois. Et après, pour mettre en place ce qu'on aura décidé, ça va encore prendre des mois. Non, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Qu'il aille voir directement le président de la République et qu'il lui fasse ses propositions. C'est tout. Mais lui, il ne veut pas faire seul des propositions. Il veut que vous soyez sur une table, que Mme Anne-Marie Makombo apporte ses propositions, que l'autre aussi apporte ses propositions, parler ensemble, discuter ensemble. Non, je suis désolée. Il y a l'agression rwandaise qui ne termine pas. Plusieurs agglomérations sont toujours sous le joug de Rwandais des M23. Vous ne voyez pas? Moi, je n'y crois pas au dialogue. Que ça traîne toujours. Les gens continuent à mourir, à tomber au jour le jour. Oui, mais toujours est-il que je n'y crois pas au dialogue. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout au dialogue, pas un seul instant. Les Congolais aiment beaucoup parler pour ne rien dire. Donc les solutions, nous les connaissons. Appliquons-les, c'est tout. Quelles sont les solutions? Les solutions, il faut que nous nous mettions ensemble. Arrêtez d'être là à essayer d'affaiblir le pays. Par exemple, là, on vient de parler de Makala, ce qui s'est passé à Makala. Je suis bien curieuse de savoir ce qui s'est passé à Makala. Ce sont tout ça qui affaiblissent le pays. Donc, nous connaissons les solutions. Soyons solidaires et nous irons de l'avant. Nous irons de l'avant. Mais lorsqu'il invite, selon lui, il faudrait que les prélats, le père des églises, le prêtre, comment on les appelle, les évêques de l'ECC s'assemblent pour réunir les Congolais. C'est aussi l'une des solutions. C'est l'une des solutions que moi je n'approuve pas du tout. Je n'approuve pas du tout. Laisser, comme Jésus disait, laisser à César ce qui est à César. Donc, que les prêtres fassent leur travail. Les prêtres font partie de la société civile, n'oubliez pas. Oui, ils font partie de la société civile, mais ils ont un rôle à jouer. C'est être là, prier, évangéliser, tout ça. Ils n'ont pas à se mêler de la politique. Moi, j'ai toujours été contre ça. J'ai toujours été contre ça. Et donc, laisser à César ce qui est à César. Nous, donc, il y a des gens, il y a des leaders qui peuvent être là, qui peuvent essayer de donner leurs propositions pour que nous puissions trouver une solution. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce système-là, les prélats, tout ça. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Vous les reprochez de quoi? Non, je leur reproche rien. Tout ce qu'il y a, ils doivent faire leur travail. Leur place, c'est dans les églises. C'est dans les églises? Oui, oui. Vous oubliez, du moins, beaucoup d'efforts que les prélats ont fait dans ce pays? Je n'oublie pas, mais je maintiens leur place, ce n'est pas là. Ils doivent être là dans les églises, donner des conseils. C'est ça leur rôle. Et non se mêler, être fourreau au moulin dans la politique. Non. Moi, je n'approuve pas ça. Je n'approuve pas ça. Il y a eu une rentrée scolaire. Comment vous avez trouvé cette rentrée? Pénible pour les parents. Pénible. Vous êtes mère et grand-mère? Oui, oui. Oui, ça c'est vrai. Mère, grand-mère et puis tante. Et quand on est grand-mère, on n'est pas grand-mère de ses enfants direct, de sa lignée directe, oui, oui. De tout le clan. Donc, des demandes, il y en a eu, des demandes. Il y en a vraiment eu des demandes pour aider par-ci, par-là, pour la rentrée scolaire. Donc, c'est très pénible. Est-ce que la gratuité de l'enseignement doit toujours continuer?
Bon, je pense que ça doit continuer parce que c'est dans notre constitution, c'est vrai, vous me direz que on peut changer la constitution, c'est vrai. Mais moi, j'approuve la gratuité de la constitution et de la gratuité de la scolarité. Oui, mais je dirais qu'il faut améliorer ça. Parce que j'entends qu'il y a dans des classes, il peut y avoir 40 à 50 élèves. Plus? Oui, c'est pas normal. 100, oui. 150. Comment voulez-vous que des enfants puissent étudier dans des conditions pareilles? Oui, c'est pas normal. Donc, on doit créer plus d'écoles et former plus d'enseignants, les payer mieux pour les encourager, pour encourager aussi certains à devenir enseignants. Il faut savoir aussi bien les payer, bien les rémunérer. Donc, il y a toute une organisation, une formation qu'il faut faire là-dedans. Il y a en ce moment, trop de bouillabaisse, il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre. Est-ce que cette gratuité n'était pas une mesure prise d'une manière précipitée? Je dirais non, parce que la Constitution a été votée depuis 2006. C'est dans la Constitution. Ouais. Mais il faut quand même faire un planning, planifier les choses, non? Oui. On a eu à commencer à appliquer la gratuité, cependant que l'État lui-même n'a pas d'infrastructure. L'État n'a pas pu quand même organiser les choses. Vous voyez, il y a les nouvelles unités, les savoir aussi les mécaniser. Parce que comment expliquez-vous une personne qui touchait $600 et vous rabaissez son salaire à $250? Oui, c'est ça, c'est là où je dis il faut mieux organiser cela. Mais de dire que il faut bannir la gratuité, non, moi je ne pense pas. On ne devait pas le faire nous sommes, peut-être, oui, c'est vrai, peut-être. Vous pouvez avoir raison. Il fallait y aller progressivement, oui, sûrement. Mais une fois maintenant que nous sommes là-dedans, essayons de trouver les mécanismes pour améliorer. Parce que moi, personnellement, je suis déjà allée dans des écoles là où il y a la gratuité en tant que politique. J'étais là en me disant, mais qu'est-ce que ces enfants sont en train d'apprendre? Est-ce qu'ils apprennent vraiment quelque chose? Vous voyez des enfants, par exemple, j'ai une de mes nièces qui vit difficilement, mais qui se saigne, mais qui dit, mais moi, mes enfants n'iront jamais dans les écoles gratuites. Eux, ils appellent carrément ça dans les écoles officielles. Non, dans la gratuité. Mes enfants n'iront jamais dans la gratuité. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Mes enfants n'iront jamais dans la gratuité. Non, la gratuité, jamais. Parce qu'effectivement, les enfants... Moi, j'ai parlé avec l'enfant d'un voisin avant-hier qui me dit, j'ai pas aimé cette école-là, mais c'était maman qui a voulu. Même l'autre enseignant parle en lingala. Les amis dans la salle s'expriment toujours en lingala. Oui, si l'enseignant parle en lingala, l'enseignant devrait parler les deux langues, lingala et le français. Parce que quelle est notre langue de travail? C'est le français. Le français. Oui, voilà. Aujourd'hui, tu termines tes études, tu ne sais pas manipuler le français, tu ne sais pas l'écrire. C'est un manque énorme pour vous, pour vous. Si vous n'avez pas ça et vous n'êtes pas pris en considération, vous n'accéderez pas à certaines fonctions. Donc, c'est notre langue de travail. Les enfants doivent maîtriser cela. Mais par un autre côté aussi, je me dis, nos enfants doivent connaître aussi nos langues à nous. Nos langues à nous. Donc, il faut arriver à un certain niveau que les enfants puissent choisir. Bien sûr, la langue enseignée, c'est le français, mais la deuxième langue qu'on leur enseigne, le lingala, le chiluba, je sais pas, toutes nos langues que nous avons. Donc, c'est ça. Mais en fait, là, la gratuité, c'est à revoir. C'est à revoir. J'aimerais un peu que nous parlons sur la gestion de la ville de Kinshasa. Mboulé Bandi, hein. Oh là, la ville de Kinshasa, elle est crasseuse. Elle est crasseuse. C'est une ville vraiment... Comment décrasser ça? C'est justement à ceux qui se sont précipités de prendre la direction de la ville de Kinshasa qui doivent venir nous dire quel est leur projet. Ça dure un peu trop, que le gouverneur de la ville a été élu. Mais la ville est toujours... Mais non, vraiment, elle est dégoûtante, cette ville. Elle est vraiment dégoûtante. Nous devons parler sur l'assainissement, sur l'insalubrité. Là? Sur l'insalubrité à Kinshasa. Ça va mal. Chaque commune, chaque coin, même ce qui est grave, même au centre-ville, ça sent mauvais. Des odeurs nauséabondes. Ce qu'on ne voyait pas avant. Ce qu'on ne voyait pas avant.
Il y a des poubelles, quand vous arrivez ici aux galeries présidentielles, on laisse des immondices là-bas, des ordures. Ouais. En plein boulevard, vous imaginez un peu. Je me pose la question, quelle a été la vision du gouverneur de la ville? Ouais. Nous sommes en train... Oui, voilà. Vive l'Union Sacrée. C'est votre plateforme, non? Oui, c'est l'Union Sacrée. C'est un échec battant pour l'Union Sacrée. En tout cas, pour la propriété de la ville, la salubrité, tout ça, effectivement, jusqu'à présent, c'est vraiment 0 sur 10. Mais j'entends qu'on est en train de élaborer, de voir comment on va s'y prendre. Mais ça aussi, je me suis offusquée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Avant même de prétendre à ce poste-là, on devait avoir tout un programme. Et dès que vous êtes élu, vous devez immédiatement mettre ce programme en marche. Hein? Et vous êtes... depuis combien de mois le gouverneur est là? Je crois maintenant nous sommes à 3 mois. 3 mois. Ah. Non, non, moi ça me choque. Et nous sommes là, nous acceptons... et même l'ancien gouverneur qui a laissé la ville dans cet état-là, où il est maintenant, il se pavane au Sénat. Il est sénateur. Il est sénateur, s'il vous plaît. Et qui a élu ce gouverneur sénateur après un travail aussi bâclé? C'est encore le peuple congolais. Hein? Les députés provinciaux. Ah. Donc, nous tous, nous avons tort dans tout ça. Nous tous. Hein? À la vue de ce résultat-là, de son travail, il ne devait pas être élu, je suis désolée. Dans un pays qui se respecte, une population qui se respecte, ne devait pas élire ce gouverneur comme sénateur. À l'époque de André Kimbuta, il y avait quand même une coopération entre l'Union européenne et Kinshasa pour évacuer les immondices. Est-ce qu'on ne peut pas revenir sur ça? Est-ce qu'il n'y a pas de Congolais valables pour ça? Moi, je parie qu'il y a des Congolais valables qui ont la maîtrise de ça, mais on ne veut pas les engager. C'est ça le problème de notre pays. C'est ça le problème de notre pays. Oui, voilà, c'est ça le problème de notre pays. Il y a des gens valables, mais on ne peut pas les utiliser. On ne veut pas les utiliser. Et on va toujours chercher à l'extérieur. Ah. Non, c'est ça le problème de notre pays. Et selon vous, qu'est-ce que vous proposez par rapport à l'insalubrité? Mais justement, ce sont la salubrité, c'est pas quelque chose à parler à la légère. Parce oui. que Bopeto avait lamentablement échoué. Hein? Non, échec total. Il ne faut pas vraiment dire, non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a des gens qui ont fait des études là-dessus. Engagez-les, mettez-les au travail pour que notre ville puisse redevenir propre. Mettez-les au travail. Hein? Il y a des gens, il y a des Congolais qui ont étudié là-dessus. On n'est pas obligé d'aller prendre toujours à l'étranger. Hein? On n'est pas obligé d'aller prendre toujours à l'étranger. Parlons un peu sur les embouteillages. Ah, les embouteillages, ça c'est un casse-tête, je viens de le dire. On respecte, oui, on respecte pas le code de la route. Il y a des gens qui se croient des tout permis, entre autres. Les Wewa nous aident énormément, c'est vrai, mais ils contribuent aussi énormément à mettre du désordre. Les taxibus là aident énormément, mais ils contribuent aussi à mettre du désordre. C'est pas parce que vous aidez la population que vous avez le droit maintenant de faire de n'importe quoi sur la route. Hein? Vous verrez par exemple, vous avez priorité. Vous voulez passer, mon chauffeur veut passer. Un Wewa va le commencer à l'injurier en prétextant que tout ça. Donc, il a le droit de mettre du désordre par soi-disant Zakoboula. Hein? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et maintenant, on doit trouver des mécanismes. Comment on va les remettre sur les droits chemins, tout ce monde-là. Il y a aussi les officiels. Par exemple, j'ai vu en Europe, quand j'étais à l'étranger, aux États-Unis spécialement, que les taxis qu'on appelle les taxis Uber, qu'on appelle ici chez nous Yango. Voilà. Et ça a un nombre limité, ces taxis-là. Au-delà de ce nombre-là, plus personne ne peut prétendre avoir un taxi Uber, donc un taxi Yango. Mais chez nous, c'est quoi?
Tant que vous avez de l'argent, on donnera l'autorisation d'avoir un taxi Yango. On ne sait pas limiter chez nous. Il faut savoir limiter. Moi, je dis toujours les Wewa. On devait limiter le nombre. On ne devait pas... Toute personne qui veut acheter de motos, mettre ça en circulation, on lui donne l'autorisation. Mais non. La plupart de Wewa, comment je veux dire, excellent dans l'impolitesse. Oui, dans l'impolitesse. Et c'est facile. Oui, ça c'est vrai. Ça. Mais c'est le quinois en général. Et ça... au début, même certains disaient que c'est la société présidentielle. Mais ça c'est le quinois en général qui devient parfois de plus en plus insolent. Même les receveurs, surtout la journée. Ouais. Mais je dirais par exemple le Wewa, comme on en parle, je profite de ce micro pour en parler. Qu'est-ce que c'est ce truc-là de mettre 3, 4 personnes sur une moto? Vous verrez une femme, une jeune femme, un homme, un jeune homme qui ne se connaissent pas, qui sont collés, serrés sur la moto. Est-ce que c'est de la décence, ça? Mais c'est indécent. Et nos autorités voient, depuis des années, on laisse faire. Moi, la première fois que j'avais vu ça, quand je suis sortie de chez moi, j'ai vu ça, j'ai dit, ah non, là, le gouverneur de la ville va intervenir. C'est sûr qu'il va intervenir. Et à ma grande surprise, ça a continué jusqu'aujourd'hui. C'est de l'indécence. Là, j'ai vu un pasteur qui a eu le courage d'en parler. Je crois que c'est Galassé. C'est pas Voici l'homme? Non, je crois que c'est Galassé qui a perdu sa femme dernièrement. Marcelo, merci. Oui, il en a parlé, mais moi je l'ai applaudi. Certains ont dit, mais quel est ce serment? Mais non, il a appelé un chat un chat. Quelle est cette façon de comment nos autorités peuvent laisser ça, hein? Comment ils peuvent laisser de telles choses? Et la première fois aussi que j'avais vu un taxibus sortant de chez moi, je vois un taxibus qui descend les gens et le taxibus, le volant était à droite et les personnes sortaient à gauche et bien sûr les voitures passaient. Moi je dis mais facilement il peut y avoir un accident ici. Comment peut-on laisser de telles choses, hein? Comment peut-on laisser ça, hein? Le pays est régi, le code de la route du Congo est régi sous le régime des volants à gauche. C'est gauche, hein? Volant gauche. Voilà. Mais ça fait un temps. Maintenant, gauche ou droite, on y va. On y va. Voilà. Et même maintenant, les transports en commun ont même des volants à droite. Donc, les passagers descendent à gauche. Avec des risques. Des risques. Et on laisse faire. Ça, moi, j'appelle ça, c'est de la jungle. Ça, je me dis, on doit mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Il y a beaucoup de l'ordre à mettre. Parlons un peu sur les Koulouna. Madame Anne-Marie, les Koulouna aujourd'hui font la loi. Eh oui, hélas. Quand vous allez à Kisenso, je vous dis, ça ne va pas. Ouais. Les Koulouna entrent dans votre maison, ils prennent tout et vous êtes la bouche bée. Ouais. Les Koulouna, il y a même dans un quartier à Makala, il y a tout un quartier, les gens ont abandonné leur maison. Tout à fait. Dès qu'il est 19h, nous t'avons contacté. Donc, vous ne franchissez pas le seuil. Comment résoudre ça? Est-ce qu'avec avec ce phénomène, le système qu'on a mis en place, comment on appelle avec le général Louboya, le travail, les services nationaux, apparemment, ça ne change pas là. Les Koulouna n'ont pas toujours peur. Non, ils n'ont pas peur. Ils donnent des raisons, c'est le chômage. Alors, ils se permettent tout. Là aussi, je trouve qu'il y a une négligence de l'autorité de l'État. Il y a vraiment une grande négligence. On ne peut pas laisser des habitants de la population dans l'insécurité de ce genre. J'ai déjà vu, comme vous le dites, des quartiers se vider parce qu'il y a des Koulouna. Hein, il y a des Koulouna. Et l'autorité ne fait absolument rien. Laisse la population à la merci des Koulouna. Et maintenant, ce sont des jeunes garçons de 15 ans qui tiennent des machettes. Tout à fait, tout à fait. Et lorsqu'ils vous attrapent comme ça, et ce problème va crescendo, ça fait qu'augmenter. D'année en année. On en parlait il y a plusieurs années et ça va toujours en augmentant. Donc, il est temps que... Et c'est tout ça que je me dis que la population devrait réclamer ses droits. Quand vous allez voter,
quand vous allez voter, ah non, du pain sur la planche, il en a, hein. Il en a. Il en a. Il y a beaucoup de travail à faire. On n'a pas le temps de la rigolade ou de s'arrêter. Il y a un commentaire dans les réseaux sociaux qui m'ont fait beaucoup rire, comme on aime beaucoup s'attaquer, en commençant toujours par les femmes ministres, on ne regarde pas les hommes. Et le commentaire disait quoi? Bon, bolakitibiso boebi kolata, tomoni tondimi, siko bosala mosala. Ça m'a fait vraiment beaucoup rire, mais entre autres, c'est un peu vrai, mais c'est aussi vrai pour les hommes. Hein. Bosala mosala. De travail, il y en a. C'est un travail très, très, très dur, très prenant. Apparemment, il n'est pas aussi un homme de terrain. Hein. Il est plus bureaucrate dans son bureau là, climatisé. Il ne sort pas. Qui ça? Le gouverneur de la ville. C'est de lui que nous parlions. C'est vrai. Effectivement, quand vous dites ça, c'est vrai. Je l'ai jamais vu. Hein. J'ai jamais vu. Non, il est grand temps qu'il travaille. Parce que sinon, là, nous allons tous nous y mettre à commencer à l'attaquer, tout ça. Non, non, non. Il faut qu'il se mette au travail. Il y a un travail vraiment très prenant dans la ville de Kinshasa. Il a voulu ça. Personne ne l'a obligé à devenir gouverneur de la ville de Kinshasa. Il l'a voulu. Il l'a voulu pas pour se remplir les poches. C'est pour travailler. Et j'aurais même appris que il aurait déménagé. Oui. Bah, c'est pas normal. C'est pas normal. Travailler d'abord. Alors, Madame Anne-Marie, toujours par rapport au Koulouna, est-ce que... Attendez un peu. Comment faire par rapport à cette situation? La police, le gouverneur doivent travailler en synergie. Quels sont les mécanismes à mettre sur pied? Je dirais que ce n'est pas du tout mon domaine. Mais je dirais que c'est sûr, encore une fois, nous avons assez d'intellectuels dans ce pays. C'est sûr qu'il y a des spécialistes de ce domaine qui peuvent, et je crois qu'ils se sont déjà appesantis sur ce travail, parce que les archives au Congo, les recherches au Congo, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais on ne se donne pas la peine d'aller fouiller là où on a déjà fait des études là-dessus. Plus précisément, je voulais dire les études sur tel sujet, il y en a. Il suffit d'aller chercher dans la documentation. C'est sûr qu'on a déjà fait des études là-dessus. C'est sûr qu'on a déjà fait des propositions là-dessus. Et tout simplement appliquer. Nous n'aimons pas appliquer. Faire des études, faire des lois. Ah, les Congos sont vraiment épris de ça. Nous sommes les premiers pour faire ça. Mais maintenant, pour appliquer, ça c'est une autre chose. Sur l'opération Likofi, avec le général Kanyama, cette situation, c'est vrai, les droits de l'homme avaient beaucoup parlé sur ça, mais c'était quand même une solution. Hein. Oui, c'est une des solutions. Hein, c'est une des solutions, mais on te tue aussi. C'est une des solutions. Parce qu'on avait vu à l'époque. Et maintenant qu'on a restauré la peine de mort, le juge, il passe sous les armes, ce sont les militaires. Je ne sais pas comment on va, si la loi a prévu comment on peut l'éliminer, on l'élimine, point barre. Point barre. Parce que eux aussi n'ont pas de pitié. Pas du tout, pas du tout. Ils n'ont pas de pitié. Ouais. Vous voyez un homme qui se balade et du jour au lendemain, il se retrouve qu'avec un seul bras parce que les Koulouna ont voulu... Oui, oui. Non, c'est atroce. C'est atroce. J'ai regardé une vidéo, c'était hier, une jeune fille, c'était à Selembao. Elle a été attaquée, on avait ravi le téléphone pendant que se bagarrait avec le Koulouna, or qu'on l'avait vraiment abattue. Elle avait le pancréas des dents s'était détruit et sa maman aussi dépourvue de moyens. Et cette fille a rendu l'âme il y a quelques jours passés parce que le Koulouna l'avait attaquée. Vous voyez, on met fin à la vie d'une personne gratuitement comme ça. Pour le téléphone. À cause de téléphone qui ne vous appartenait même pas. Ouais, ouais. Et dans certains sièges de la police, lorsque les Koulouna viennent attaquer, la police va qui m'y Bakime, oui, Bakime. Ah, Bakime. Non, ça doit cesser. On doit y trouver une solution. Ça doit. Je sais que dans toutes les grandes villes, il y a du banditisme, tout ça, mais au Congo, ça atteint un niveau... Ça atteint son paroxysme. Oui, voilà. Inacceptable.
un niveau vraiment inacceptable. J'aimerais opérer, nous sommes en train de chuter, parler sur le tarif de transport. Aujourd'hui, c'est chaque taximène À son prix. à son prix. La journée, Upen Zando, c'est 1500 francs. Mais le soir, que vous le vouliez ou pas, c'est à 4000 francs. Kingasani, c'est à 5000, 7000. Boulevard Kingasani, vous imaginez un peu. Moi, j'ai déjà assisté à des scènes là où je vois des policiers arrêter des taxibus, le chauffeur. Pourquoi? Parce que ils ont augmenté. Ah, j'ai déjà vu ça. Mais est-ce que c'est efficace comme solution? Encore une fois, je me dis, il faut s'appesantir là-dessus, trouver des solutions efficaces. Parce qu'effectivement, le Congolais ne respecte rien. Vous verrez même, pour parler par exemple des loyers, on dit que les loyers pour les privés, pour la garantie locative, et la garantie, c'est 3 mois. 3 mois. Mais vous verrez, les gens mettent 6 mois. 10 mois. D'accord, il y a l'État Tongaki d'accord. Vous voyez, ça doit s'arrêter. Le peuple congolais doit savoir obéir aussi aux lois. Ah. Il y a aussi un problème de suivi, non? Il y a aussi un problème de suivi de la part de l'État congolais. Oui, l'État congolais doit effectivement suivre. Et vous verrez même, vous louer, et au niveau de la commune, le propriétaire vous demande de faire semblant que vous louez à un prix plus bas pour qu'il puisse payer les taxes de l'État moins. Il y a des tas de magouilles. Non, il faut que tout ça cesse. Et effectivement, comme vous le dites, il faut que l'État soit plus regardant, mettre des services. Mais maintenant, les services, quand ils descendent pour contrôler tout ça, ça devient Shida. Voilà. C'est ça le Congo. Je vais te couvrir. Voilà. C'est ça le problème au Congo. C'est ça le problème au Congo. L'intégrité. Et ça, c'est à tous les niveaux. Hein. Et c'est ça que je dis souvent à mes travailleurs. Quand je les attrape dans des méfaits, je dis, mais dites-moi, où est Tshisekedi là-dedans pour avoir empêché de faire ça? Oui, dites-moi. Je vous paye bien. Parce que je suis désolée. Moi, je paye très bien mes travailleurs. Ah, je paye très bien mes travailleurs. Mon cuisinier à la maison, je n'ai pas de travail. Je me débrouille. Mais mon cuisinier, je le paye $200 par mois, plus le transport. Hein? Le jardinier qui fait mon jardin que quelques heures, $150 par mois, plus le transport. Hein? Moi, je leur dis, je vous mets à l'aise, en me privant même moi-même. Et vous vous permettez encore de faire des méfaits. M'a dit, dites-moi, où est Tshisekedi là-dedans? Qui est venu, Tshisekedi a bébé son salaire, ceci, cela. Où est-il là-dedans? Hein? Quoi qu'on fasse pour vous, vous êtes toujours dans des combines, dans des... Non, c'est pas possible. Parce que moi, je vois quand je dis à tout le monde combien je paye mes travailleurs, souvent beaucoup de gens ne croient pas, mais ne me croient même pas. Ils disent non, c'est pas vrai, autant d'argent, c'est pas... Non. Et c'est là où je dis, c'est là où on reconnaît un vrai leader. Mets d'abord tes collaborateurs, tes travailleurs à l'aise. Même mon chauffeur est très bien payé. Quand il fait des heures supplémentaires, il est payé. Et d'ailleurs, j'ai déjà entendu des éloges qu'il fait sûrement ailleurs, comment il parle de moi en bien. C'est là où on reconnaît un leader. Mais un leader qui est là à faire travailler ses collaborateurs, ses travailleurs, et paye mal, tout l'argent c'est pour lui-même. Non, je suis désolé, ce ne sont pas des leaders. Arrêtez de les applaudir. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Déjà, on me fait signe. J'aimerais un peu que vous frôlez juste 1 minute par rapport à l'exode rural. L'exode rural à l'Est. Ici. Ah oui, comment la population gonfle. Oui. Effectivement, parce que ils sont en train de fuir à l'intérieur du pays. Mais moi, je suis allée à l'intérieur du pays, je me dis, on doit éduquer nos jeunes. On doit éduquer nos jeunes parce que ils ne savent pas commencer avec un petit et devenir grand. Vous voyez, les expatriés vont à l'intérieur du pays
petits, ils commencent petits et ils deviennent des richissimes. Moi, je parle de Cabinda parce que je suis de là. J'ai vu, il y a moyen de faire de l'argent. Je suis allé à Dilolo, il y a moyen de se faire de l'argent. Je suis allé même à l'Équateur, il y a moyen de se faire de l'argent. Nos jeunes, parfois, je suis désolée, ils vivent des vies difficiles, c'est vrai, mais parfois aussi, ils aiment un peu trop la facilité. Ah. Et voilà, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, je dirais que il faut vraiment que le gouvernement se mette sérieusement au travail. Nous voulons sentir leur travail. Sentir. Parce que nous ne sentons pas encore. C'est un peu du laisser aller. C'est pas ça. À part notre ministre de la Justice, que j'applaudis de demain, ce qu'il fait, les autres doivent emboîter le pas. Ils doivent emboîter le pas. L'heure n'est plus à la rigolade. Le pays a besoin qu'on puisse travailler pour le peuple. Le peuple souffre énormément. Il faut travailler, travailler, travailler. Et dans l'intégrité. Et voilà, merci Madame Anne-Marie Makombo. Vous êtes présidente ad intérim de la LIDEC, un grand parti politique, membre de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'était une émission à bâton rompu. Oui, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci à Roni Manzila, merci à Light Moutonjo. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège le FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.